Nous recevons donc aujourd'hui Sébastien Houette pour un recueil de poésie qui s'appelle De plus grand désert. Et puis, aux éditions Léofond. Pour commencer, j'avais envie d'être un peu taquin. Est-ce que tu te considères, je précise, on a décidé de se tutoyer, comme ça c'est dit. Est-ce que tu te considères comme un prof de philosophie qui écrit de la poésie, ou est-ce que tu te considères comme un poète qui fait prof de philosophie parce qu'il faut, ou alors, et puis de façon plus sérieuse peut-être, c'est quoi ton rapport à l'écriture et à l'écriture poétique en particulier? Bon, ça fait pas mal de questions. Alors comment je me considère? C'est compliqué. Si je regarde chronologiquement, j'ai commencé à faire de la poésie, je pense, avant de faire de la philosophie. Tu vois, si on peut dire que je fais de la philosophie. Voilà, donc j'ai commencé à écrire des vers, je pense assez tôt, je dirais à la fin de la troisième ou au début seconde, par là. Je me rappelle avoir fait de mauvais alexandrins, parce que non seulement ils n'étaient pas terribles au niveau du fond, mais je pense qu'au niveau de la forme, les 12 pieds n'y étaient pas toujours. Et je suis arrivé à la lecture de la philosophie grâce à ma mère aux environs de la première. Donc ça s'est un peu chevauché. Alors quant à la définition que je ferai de ma pratique au sens large, c'est difficile de dissocier les deux. Je ne me dis jamais poète, parce qu'il y a un côté un peu ridicule de la chose. Alors certains le font très bien, avec beaucoup de naturel. Moi j'en serais quand même un peu difficilement capable. Disons que j'écris de la poésie, et je suis professeur de philosophie, et les deux sont assez dissociés parce que je n'aborde à peu près jamais les questions de ma pratique poétique en cours, par exemple, ou même avec les collègues. Je fais assez peu état de mes activités parallèles. Mais les deux ne sont pas incompatibles, c'est-à-dire que l'une et l'autre se transfusent. Je pense on peut deviner que je fais de la philosophie quand on lit ce que j'écris en termes de poésie. Voilà, et donc ma pratique poétique, pour finir de répondre, quelle est ma pratique poétique, mon rapport à l'écriture? Oui. C'est un rapport très ponctuel. C'est-à-dire que finalement j'écris pas mal parce que j'ai écrit des articles, je travaille pour une troupe théâtrale, donc j'écris pas mal de ce côté-là. Je fais un blog que je suis en train de clôturer là, donc j'ai écrit des centaines de pages par exemple ces dernières années, mais très peu de poésie. Je pense que j'ai pas écrit de poésie depuis Obama, donc le recueil date un petit peu à ce tarif-là. J'ai pas écrit de poésie depuis 6-7 ans, je pense, Obama. Donc j'écris par à coup, où j'écris beaucoup d'un coup, dans une espèce de nécessité très forte. Mais entre-temps, il y a de longs moments de silence. D'accord, parce que tu sais, il y a des pratiques d'écriture où c'est une espèce de sport de longue haleine où on écrit tous les jours un petit peu, et où alors il y a le pendant qui ressemblerait un peu à ce que tu as dit, c'est ça vient. Ouais, avec le fameux ça entre guillemets. Le ça, ouais, tu as raison. Ouais. Ça vient. Voilà. Ouais. C'est ça, on peut le dire. Je sens que quelque chose se prépare. Moi, ça fait des années, par exemple, que j'ai envie de m'y mettre, mais en même temps, je me dis, ça va pas être terrible si j'écris maintenant. Donc, c'est pas que ça arrive d'un coup, c'est que ça se prépare très lentement. Et à un moment donné, je sens que là, il faut que je passe à l'acte. Mais là, le recueil, les textes qui sont contenus dans le recueil, il y a 15 ans d'écriture là-dedans. Donc, je publie assez peu, par à coup. Voilà, successif, quoi. D'accord. Donc ce recueil a demandé 15 ans. 15 ans d'écriture. Alors il a demandé 15 ans, si tu vois, dans le laps de temps. J'ai pas écrit pendant 15 ans. Ouais. J'ai écrit dans un laps de 15 ans par moment. Et à la fin, j'ai compilé, entre guillemets, parce que c'est pas une compilation, c'est vraiment une articulation de texte, j'ai compilé en un volume le recueil, quoi. Mais oui, c'est un travail de longue haleine. Je suis pas un marathonien, c'est-à-dire les gens qui écrivent tous les jours. Ça, on serait incapable. C'est un travail. J'admirerais plutôt ça. Moi, je suis plutôt un sprinter. C'est-à-dire, j'arrête pas de courir à un moment donné. Je fais des courses successives assez courtes. Voilà. Et ensuite, je publie la succession de ces courses, quoi. Et est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a déclenché l'écriture de ce recueil, il y a 15 ans? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait que j'arrive moi-même, et j'en serais difficilement capable, à reconstituer la chronologie précise des textes. Il faudrait que j'arrive par exemple à retrouver le plus ancien, ce qui me poserait problème. Je dirais peut-être qu'une chronologie possible, ça serait j'avais eu l'idée, finalement je ne l'ai pas vraiment accompli, d'écrire un recueil à base,
aujourd'hui ça serait plus à la mode qu'à l'époque, de super-héros de comics. Ah ouais. Je me disais que finalement la poésie était assez austère, type Jacotet, Bonnefoy, bon voilà, la nature, la campagne, les oiseaux, bon. Et souvent on en discute avec des amis, je trouve qu'il y a une espèce de, je dirais avec un gros mot, d'ontologie de la poésie, c'est-à-dire une espèce de discours sur l'être propre à la poésie qui est un peu retardataire par rapport au monde qu'on vit, plus technologique, etc. Et je m'étais dit que effectivement, ce serait intéressant de faire un recueil de poèmes, alors bien senti, hein, bien fait, hein, pas forcément humoristique, où on verrait des êtres avec des pouvoirs anormaux, on va dire, hein, des capacités surhumaines, et donc j'ai fait, il y a une partie de recueil, ça s'ouvre à peu près là-dessus, qui s'appelle The Bee. Bon, pas grand monde ne l'a remarqué, mais c'est The Batman, hein. Ça m'étonne d'ailleurs, il y a une description quand même de Batman assez précise, et bon, j'ai l'impression pour pas mal de personnes que quand je leur ai dit, ça a été une grande découverte. Et donc voilà, j'avais tenté ça, hein, et à partir de là, bon, il y a eu des commandes aussi, hein, ça arrive, hein, on publie pour une revue, voilà, et peut-être un déclencheur, un autre déclencheur plus profond, une partie du recueil quand même est tournée vers la catastrophe écologique, hein, et la lecture aussi, c'est peut-être ça la partie du recueil la plus ancienne d'ailleurs, je me le dis à l'instant, le choc que j'ai eu à la lecture de La Route de Cormac McCarthy, ouais. Donc qui a apparu quand même il y a pas mal d'années, hein. Je sais pas, au bas mot 15 ans, hein, Franck, toi qui lis ça. Peut-être plus que ça. Peut-être plus que ça. Ouais. Bon, bah, c'est te dire l'ancienneté du recueil. Et j'ai lu le livre, hein, bon, qui m'a point, comme dirait Barthes, bon, de façon, oui, peut-être même excessive. J'ai été mal pendant plusieurs jours après avoir fermé. Je me rappelle presque les dernières phrases par cœur. Et en plus, le rapport au fils, bon, j'ai 2 fils, à l'époque, j'avais que mon fils aîné, bon, et voilà, la mort du père qui a peur pour le fils, moi je l'ai vécu de façon très très forte, et je me suis dit, quelque chose s'est passé, et je me suis dit qu'il fallait que je continue la lancée qui s'était amorcée dans La Route. Et donc j'ai décidé de versifier, c'est du vers libre, hein, de versifier à ma manière cette route. Donc voilà, ça serait peut-être un des déclencheurs, tu vois, du recueil, le fameux La Route de Cormac McCarthy. Oui, alors avant de rentrer plus précisément dans le recueil et puis peut-être te faire parler un peu du titre qui va avec, moi j'aimerais bien que tu nous dises comment tu l'as construit, parce que tu dis tu travailles pas tout le temps et c'est des bouts que tu as, mais on l'a lu tous les deux avec Aloïs et on voit bien que t'as pas fait juste on accroche des bouts puis c'est tout. Il y a une idée. Il y a une organisation. Une organisation. Donc j'aimerais bien que tu nous parles de ça. Bon, alors là, il faut que je regarde un peu le recueil. L'organisation, je ne la maîtrise pas parfaitement. Il y en a une, hein, bien sûr. Alors, elle a été aussi concertée, il faut le dire, avec mon éditeur et un ami, voilà, à qui je dédie en partie le recueil, hein, Patrice Beuret, qui est un ancien journaliste de Mediapart. Et donc, je pense que le début du recueil, je l'avais organisé dans le sens qui est là. C'est-à-dire, j'ai écrit voilà, des bouts, hein, il y a des moments assez marqués, et assez vite, j'ai trouvé cette organisation-là, voilà, c'est-à-dire une suite de vers, hein, de textes versifiés assez brefs, et deux grandes parties. Donc la première partie donc constituée de ces vers là qui s'appelle, si je me rappelle bien, R, E2RES, hein, une zone d'errance, on va dire, mais aussi un lieu. Et la deuxième partie plus romantique au sens large, parce que le romantisme a de l'importance pour moi, qui s'appelle Ode, où pour l'essentiel on a la route, avec un après-texte qui est la strophe, un texte en prose. Donc la route est certainement plus ancien, toi Aloïs, pour te répondre, des textes, mais pour moi il ne pouvait figurer qu'à la fin. Voilà. Et le reste qui est plus récent finalement, donc The Bee, notamment en vers, un texte plus rapide, plus peut-être avec plus d'impact, ouvrait le recueil, et la route ensuite on élargissait le champ. Alors, le champ d'ailleurs CHAMP et CHANT, avec les odes et un après-texte, comme je l'ai intitulé, qui s'appelle Strophe, qui est un texte en prose post-apocalyptique, quoi, ou apocalyptique, c'est ce nom, quoi. Mais l'organisation, je le redis, a été aussi concertée avec l'éditeur. On a eu quelques éditations, parce qu'il y a eu plusieurs versions du recueil. J'ai fait sauter quand même des pièces, dont une assez longue, j'en ai réintégré, bon, ça n'a pas été évident. Longtemps, le recueil a été dans plusieurs versions et assez instable. Donc c'est au moment de la publication qu'on a vraiment stabilisé une forme. Ouais, et à la lecture, on peut même penser qu'il y a un cheminement.
tout au long du recueil, il n'y a peut-être pas de super-héros, mais le personnage qui dit « je » en traverse des choses, et on peut le considérer comme un héros. Je suis content que tu le vois comme ça, Loïs. Est-ce que c'est un héros? Ouais, là j'avoue que je... Ou un anti-héros. Ou un anti-héros, c'était plutôt ça. Parce que j'ai l'impression qu'il subit quand même beaucoup, qu'il ne décide pas grand-chose. Mais il est un héros au sens où il arrive à survivre. Bon, ce qui n'est pas évident dans un monde qui est totalement hostile. Et à survivre seul, tout en n'étant pas dans un rapport à autrui hostile. Hein, il espère que l'homme va revenir... etc. Il a perdu sa femme. Là je reprends un peu la route. Il est avec le fils, il le protège, etc. Mais oui, c'est une figure héroïque au sens d'un être humain qui résiste jusqu'au bout, qui veut pas totalement se laisser détruire par le monde détruit. C'est ce que j'allais proposer. C'est ce que j'allais te proposer comme supposition. Peut-être on peut parler de héros ou d'anti-héros, mais c'est peut-être un héros dans un anti-monde. Voilà, oui, ça serait c'est une belle formule. Mais je dirais même, pour appuyer ça, un anti-héros dans un anti-monde. Oui. Qui lui résiste, qui montre que, dans toute proportion gardée, comme dans l'espèce humaine, par exemple, de Robert Antelme, que l'être humain, même mis à nu, arrive à rester humain. On frôle l'inhumanité, mais une inhumanité qui est typique de l'être humain, qui continue à avancer sur une route, qui espère que l'être humain va se relever, qui voit les animaux qui réapparaissent, et qui reste quand même, qui a la force, la contenance pour garder l'espoir d'une humanité à venir. Donc en ce sens-là, il y a quelque chose d'héroïque, je pense. Avec toutes les guillemets qu'il faut, parce que sinon ça serait un peu exagéré. Il y a une parenté avec un auteur qu'on aime bien tous les deux, Volodine. Oui, bien sûr. Il y a une parenté. Oui, clairement, je lis le recueil, je me souviens de passages de Volodine. Toute proportion gardée, je dis pas c'est pareil ou c'est mieux. Non, ça pourrait être une inspiration, comme souvent l'inspiration inconsciente. En tout cas, oui, il y a quelque chose de l'univers qui pourrait ressembler à l'univers de Volodine, qui est pas loin d'ailleurs de l'univers de Cormac McCarthy dans la route. Mais il y a effectivement le côté gris. La grisaille de l'univers de Volodine, qui est pour moi, s'il fallait désigner un grand romancier français aujourd'hui, pour moi c'est vraiment pas Houellebecq, c'est Volodine. La première partie me fait penser beaucoup à l'univers de Volodine. Ce que tu as appelé toi la première partie, et ensuite tu t'as dit c'est un peu plus apaisé. La première partie très kaléidoscopique comme ça, avec des images. Tu laisses pas ton lecteur au repos jusqu'à ce que ça s'apaise un peu. C'est ça. Oui, effectivement. Peut-être que cette partie est assez volodinienne. En un sens précis. Oui, ça n'aurait rien d'étonnant. J'aimerais revenir sur le titre de Plus grand désert. C'est un titre qui fait référence au champ magnétique d'André Breton et de Philippe Soupeau. Ouais. On trouve la citation dans le recueil, en début de recueil. Il nous faut de plus grands déserts. On retrouve la citation ensuite dans le poème qui est placé en préambule, où il est écrit « Il nous faut de plus grands déserts pour recommencer au soleil ». Et vers la fin du recueil, on peut lire aussi « Il nous faudra bien y consentir à de plus grands déserts ». Voilà, pour pas trop citer, on peut voir aussi par ailleurs la ville est mon désert, je m'y reforme sous son sable. Bref, est-ce que tu peux nous dire quelque chose de ces plus grands déserts? Voilà, une vaste question. C'est sûr que effectivement j'étais très très marqué par ce vers que j'ai vu chez Soupeau et Breton. Alors dans un recueil que j'ai aimé mais dont je me rappellerai difficilement le détail, donc c'est vraiment la citation s'est imposée à moi. Ensuite la figure du désert, qui est récurrente. Alors parfois c'est voulu, c'est-à-dire il y a des effets de refrain dans un recueil. Donc la fin est pour moi dans un refrain par rapport au début une forme de symétrie. Ce désert, cette désertification,
Bon, ça vient aussi peut-être, je me dis, du caractère fascinant du désert qu'on a dans la route, de Cormac McCarthy, mais aussi de mes lectures de mystique notamment. J'ai été très marqué, j'ai fait une thèse sur un écrivain mystique, on peut le dire comme ça, qui s'appelle Roger Munier, et donc j'ai relu beaucoup, j'ai lu et relu beaucoup tout ce qui concernait donc les pères du désert, Rancé, etc., la mystique Renan. Et donc tout ce qui est vacuité, viduité, vide, on le sait chez Maître Eckhart, ça me parle énormément. J'ai fait une thèse pendant 12 ans sur le néant, donc je suis presque devenu un spécialiste. Et donc le désert, c'est une matérialisation du néant. C'est une figure de la sublimité, comme par exemple l'océan. Mais disons que j'aime beaucoup l'océan, j'aime beaucoup la mer, je suis très sensible à la côte d'Opale, etc. Mais disons que la figure crépusculaire, et là aussi du côté justicier ou Clint Eastwood, Pale Rider, la figure crépusculaire du justicier qui avance seul sur la route dans un désert qui peut être peuplé d'arbres, ça me parle énormément. C'est aussi peut-être le caractère enfantin de mon attachement au super-héros, à la solitude dans des confins inexplorés, et effectivement à cette figure de la vacuité, du vide mystique. Il y a quelque chose en tout cas comme ça qui permet de faire émerger d'autant plus fort une figure. Je pense que j'ai besoin d'une espèce de néant autour de la figure pour vraiment la faire, pour la densifier. En même temps, tout en parlant effectivement je pense aussi à Nietzsche, de la croissance du désert, y compris au sein de la foule. C'est-à-dire on est aussi quand même dans des moments aujourd'hui de vie de foule, de vie de masse, on a l'impression de vivre dans un désert existentiel. Donc c'est aussi une manière de décrire le réel. Moi je trouve que le réel, malgré la surabondance d'êtres humains, de marchandises, est en voie de désertification. Donc voilà, il y a à mon avis, si j'analyse mon inspiration, ce que je ne fais pas trop, en vérité, je n'auto-théorise pas trop. Ça peut paraître bizarre, parce qu'on pourrait avoir l'impression que je pense beaucoup de choses, mais je me regarde pas écrire, je me pose pas tellement de questions, j'écris. Mais si j'avais à analyser les sources de mon inspiration, à mon avis c'est une coalescence de ces différents moments, de la mystique, du cinéma, de l'existence actuelle. Je vois ça comme ça en tout cas. Et de cette phrase de Breton Soupeau dans les champs magnétiques qui m'a vraiment, que j'ai trouvé sublime. En plus, presque rien. Il nous faut de plus grands déserts. Je me suis dit, magnifique. J'ai envie comme d'habitude, de me lancer dans quelque chose que je ne maîtrise pas du tout, mais Bravo. Ouais, je sais. On va dire ça comme ça. C'est mysticisme qui me fait rappeler ça, et en rapport avec la façon dont est construit et un peu l'idée de ce voyage il faut finir des choses pour que des choses recommencent. Oui, c'est vrai, il y a de ça. Il me semble, alors peut-être Aloïs ou toi vous allez me contredire ou aller développer un peu ça, mais il me semble qu'il y a aussi cette histoire d'aller dans le désert pour en revenir changer aussi. Donc voilà, c'est l'idée que j'avais eue Oui, c'est pas faux. C'est l'idée d'une transformation, un peu comme la figure du Christ, là. Le passage par le désert pour une espèce de purgation et de métamorphose. C'est sûr qu'il y a quelque chose, je pense, j'espère, là-dedans. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, d'initiatique dans cette, entre guillemets, traversée du désert, où il s'agit vraiment, dans l'écriture, d'expérimenter pour soi. C'est pour ça que je ne peux pas écrire tous les jours. Si j'écris par exemple un soir, je ne dors pas de la nuit, donc je veux quand même avoir une vie sociale. Donc j'écris par à coup, mais dans des états vraiment voilà, où je sens que je ne suis plus qu'un canal, quoi. Je produis pas l'idée. C'est pour ça que je réfléchis assez peu après coup à ce que j'ai écrit. Et voilà, ce côté métamorphique du désert, bon, qui est aussi, bien sûr, c'est un peu facile de le dire, mais c'est vrai de l'écriture pour moi, c'est-à-dire chaque phrase est nécessaire. J'écris jamais de façon décorative, jamais pour m'exprimer, ça, pas du tout. Donc il y a un côté impersonnel de la chose qui me traverse, que le désert manifeste et exprime à la fois. Mais tu as raison, il y a quelque chose à quoi je tiens, c'est qu'on traverse le désert. Voilà, c'est-à-dire on n'y reste pas.
Il faut aller jusqu'au bout du désert, c'est ça la fin. Il nous faudra bien y consentir à de plus grands déserts. C'est la manière du oui, un peu zen, l'acceptation pour la métamorphose. C'est la dernière figure chez Nietzsche. Il y a le lion qui supporte, le chameau qui porte, le chameau qui supporte, le lion qui veut, qui est une figure de la puissance. Mais la troisième figure, zoroastrienne, c'est l'enfant, qui est dans un oui au réel et qui n'est productible pour moi qu'à la fin du désert, quand le père est mort. Voilà. L'enfant survit et c'est l'autre homme. Mais il faut traverser le désert. Donc vous voyez, c'est mon côté optimiste quand même. Parce que je dis toujours aux gens, je ne suis pas si pessimiste que ça. J'écris tout le monde. Il y a eu quelques critiques du livre, on me dit enfin un poète post-apocalyptique. Au sens strict, post-apocalyptique, c'est-à-dire que ça va vers la lumière pour moi. Ça ne veut pas dire c'est fini. Il y a quelque chose après. Moi, en tout cas, je l'espère. Dans ce recueil, il y a l'idée de la perte de repères. Est-ce que cette perte de repères est un passage obligatoire pour pouvoir tout réinventer, à commencer par soi-même ? Oui, oui, tu corrobores là un peu l'idée de ce que j'appelle, de ce qu'on appelle ensemble le désert et le vide. C'est vraiment faire le vide, l'évacuation, au sens strict, de soi. Oui, il faut se désorienter, perdre l'orient. Et à un moment donné, à partir de ce bousculement, quelque chose peut advenir. Mais c'est un état qui est difficile à produire. C'est pour ça que, encore une fois, je ne peux pas essayer de produire cet état d'écriture et de vision, de voyance, comme ça, après une journée de cours. Quand par exemple je me dis, tiens, je vais me mettre à écrire, ce qui m'arrive périodiquement, assez rarement quand même, mais de la poésie, c'est pas pareil pour un article ou une note de blog, j'ai besoin de plusieurs jours. Voilà, je me mets vraiment dans l'état et je ne peux pas travailler, par exemple, je ne peux pas avoir cours, donc c'est plutôt pendant les vacances, ou un roman, puisque j'ai aussi fait un roman, mais bon, pour la poésie c'est beaucoup plus fort, donc j'ai besoin d'heures, je lis un peu, je fais autre chose, je m'ennuie un peu, donc plus de repères, vraiment, je fais le vide, quoi. Et à ce moment-là, quelque chose devient disponible, je me rends disponible à quelque chose plutôt. Et donc la perte de repères, oui, bien sûr, parce qu'on est naturellement très raisonnable, rationnel, et donc il faut vraiment, la poésie pour moi c'est ça, il faut vraiment ouvrir, ce qui est très difficile, parce que finalement notre tendance naturelle ça serait d'écrire des petites proses ou des vers purement expressifs. Moi j'essaie de rejoindre quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, d'impersonnel, qui me traverse et à qui je vais donner forme, mais au minimum. D'où le côté, on me l'a quelquefois dit, espèce de torrent qui arrive, de mots là. Bon, mais c'est pas que je l'ai cherché, c'est même pas mon souffle, je suis pas un marathonien. Mais il y a quelque chose qui passe à un moment donné, et je laisse je calibre juste ce qu'il faut et je le jette sur la page, on va dire électronique, parce que j'écris pas, là aussi, je n'écris pas d'abord à la main. Il y a des poètes qui écrivent à la main, j'en connais. Ensuite, ils recopient. Moi, j'écris directement sur l'ordinateur. Alors, je vais me permettre de sortir un peu du recueil. Et puis, la chose qu'on n'a pas dit au début, c'est que c'est pas ton premier. Ah non. Et donc, ce que j'aimerais avoir là, c'est ton impression. Est-ce que pour toi, alors que tu nous as dit comment ça avait été construit, celui-là est différent des autres? Bon, une question difficile là encore, mais bon, ce sont les meilleures questions. Je dirais qu'il y a deux grands pôles dans ce que j'ai écrit. Mon tout premier recueil, qui s'appelait Plus bas l'inerte, que j'ai publié finalement à l'Harmattan, ne sachant pas ce qu'était l'Harmattan, mais je n'ai pas eu de difficulté éditoriale finalement, je n'ai rien dû payer et ils m'ont fait cette fleur-là. Il devait paraître chez Fata Morgana à la dernière minute. Bruno Roy je sais pas comment dire ça, l'a déprogrammé. Donc il est parti où il pouvait. Il avait été pris aussi ailleurs. Donc j'ai fait une bêtise. J'espère que personne de l'Harmattan n'écoute, mais j'ai fait une bêtise en publiant là. Mais bon, il est toujours disponible. Donc je pense qu'il y a deux grands pôles dans ce que j'ai écrit. Il y a ce premier recueil que j'aime encore beaucoup, même si je ne le lis plus, Plus bas l'inerte, et il y a celui-là, De plus grands déserts. Entre les deux, je ne sais plus combien j'ai écrit de recueils, 5 ou 6. Il y a des formes un peu plus brèves. Alors celle de Ficile, j'y tiens parce que l'éditeur était vraiment un ami cher.
Et c'est une maison d'édition qui est avec Léo Font, vraiment des maisons que j'ai dans le cœur, quoi, qui me ressemblent. Voilà, Ficile pour le côté très organique et Léo Font pour la lignée, la généalogie, je dirais surréaliste ou post-surréaliste, dans laquelle je me reconnais vraiment. Entre deux, donc des formes qui cherchaient quelque chose. Alors je les désavoue pas du tout, hein, j'en suis assez content. Mais là, je pense, un ami poète me disait, j'attendais ça de vous depuis 15 ans, quoi. Et je pense que là j'ai réussi quelque chose que je voulais dire, qui couvait et dont j'avais du mal à trouver la forme, et pour laquelle je m'étais dit que je ne chercherais pas d'éditeur. Là j'ai eu un coup de bol énorme, c'est que je tiens, et comme je le disais tout à l'heure, je vais le clôturer, je tiens un blog sur Mediapart, anonyme, et donc qui était un journal du coronavirus, là, qui fait quand même plus de 400 pages aujourd'hui. Et un des journalistes de Mediapart, hein, qui est spécialiste de poésie, Patrice Beuret, a vu donc le blog, a beaucoup aimé, plusieurs fois il m'a mis en une, bon, ce qui était vraiment adorable de sa part, et il m'a dit vous écrivez de la poésie? Donc j'ai dit ben oui, j'en parle pas mal, et il y avait quelques vers qui traînaient dans le blog. Il m'a dit mais faites-moi lire le recueil. Donc j'ai dit ben oui, je vous l'envoie. Et il m'a dit je connais un éditeur, il aime beaucoup ce que vous écrivez, si vous voulez, il vous publie. Donc j'en revenais pas, j'étais en plus dans un aéroport, dans une chambre d'hôtel miteuse comme à appelé, c'était un peu surréaliste pour le coup. Et donc le recueil, d'une certaine manière, s'est publié sans moi. Je n'ai pas envoyé le manuscrit. Alors je l'avais envoyé dans mon ancienne maison, qu'il avait refusé, mais alors il n'était pas dans cet état-là, sous prétexte que c'était... l'éditeur me disait, c'est une bête sauvage, il faut la tenir davantage. Et vous voyez, donc il y a un côté trop fragmentaire, il faut que vous la teniez davantage, parce qu'il m'avait dit, oui, ça commence, c'est très puissant, mais à la fin, ça explose, et il faut tenir ça, et pour cette raison, je peux pas. Et moi, je lui avais dit, mais c'est ça que je veux quelque chose de pas tenu. Et bon, pour lui, c'était rédhibitoire. Et donc j'avais abandonné l'idée de le publier, je me suis dit, plus tard, j'essaierai de trouver un éditeur. Et finalement, Patrice Beuret, et plus tard Alain Le Sceau, ont publié le recueil, j'allais dire indépendamment de ma volonté de le publier. Donc voilà, il y a eu une énorme coïncidence. Donc je pense que oui, il y a quelque chose d'un peu... Oui, pour moi, il y a un moment de grâce avec la sortie de ce recueil. Voilà, il m'échappe dans son écriture par définition, mais il m'a échappé aussi pour sa publication. Voilà, donc ça c'est assez... Donc il ne peut pas être comme les autres, il est à part. Les autres, j'ai voulu les publier, je les ai publiés. Donc du coup, on a peut-être un peu alléché les gens qui vont regarder cette vidéo. Donc là, c'est le moment de chausser tes lunettes et de nous proposer peut-être, pour qu'on puisse se rendre compte de tout ce qu'on dit depuis le début. Oui, alors comme je te disais, Franck, j'ai totalement oublié de choisir des poèmes qui pourraient être typiques, donc j'en prends presque au hasard. Après, est-ce que vraiment on a envie de faire typique? Non, est-ce que tu peux faire juste... atypique, voilà, au hasard. Celle-là. Coïncidence objective, comme chez Breton. Voilà, on va commencer, là c'est pas une coïncidence objective, on va commencer par l'ouverture peut-être, qu'Aloïs, tu as eu la gentillesse de lire. Donc voilà, c'est en italique, et donc c'est après l'épigraphe de Soupeau Breton, il nous faut de plus grands déserts. Il nous faut de plus grands déserts, les villes brûlées comme le meilleur foin mâché par le pétrole, l'animal, la main fossilisée, rendue à la magie dans les grottes, à toute cette pénombre. Il nous faut de plus grands déserts pour que nous marchions sans avancer, que nous courions à l'endroit, à l'envers. Il nous faut de plus grands déserts, que nous crions à nous arracher de nous pour que la danse revienne. Il nous faut de plus grands déserts où manger l'animal ou être mangé par l'animal, dans un ruban de chair, oubliant le début comme la fin et surtout le milieu. Il nous faut de plus grands déserts pour recommencer au soleil. Donc voilà, ça c'est l'ouverture. On peut lire peut-être un poème de The Bee, The Batman, que personne n'avait identifié, qui est sous-titré donc l'hyperpluie, avec donc une épigraphe de François Augeras, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Maintenant que tous les arts sont morts, un immense pouvoir s'éveille en moi, et qui est dédié donc à un ami donc cher et grand poète qui est mort, pour Cédric Demangeot. La nuit, je me redeviens, je me reforme. Je reforme l'animal tombé avec moi dans le puits,
Je le reforme passer à travers les vitres du château, je le reforme ma peau, je le reforme moi quand il est passé à travers moi, je le reforme dans le feuillage des meubles, la cheminée debout, l'argent des tables, je le reforme dans notre parfait couinement, la chute où nous avons volé vers nous, je le reforme sans mes parents, je le reforme dans la ruelle où ils sont tombés, à côté des poubelles, d'une cuillère et d'un jeu, d'un morceau de papier au milieu des perles, leur avancement d'océan, la bouche salée de ma mère. Je le reforme quand je remonte en moi, quand il me complète. Je le reforme quand nous nous envolons. Alors un autre poème peut-être typique, entre guillemets, de cette suite, l'hyperpluie, assez court. L'hyperpluie sur les toits, je tombe en hyperpluie, j'achève en hyperpluie, je tue même les plus forts en hyperpluie, j'infiltre, j'éclabousse, mes montagnes de résine, de verre, de parpaings transparents sombres, j'éclabousse à leur pente, je les avale, elles remontent et je repars, je travaille sous la lune. Allez, soyons toujours atypiques. Alors là, ça se passe dans un hôpital. Bob, c'est l'espace contraint, un halo de chaudière. Il faut un mangeur d'os à tout couloir, un malade sous la maladie. Le malade qui mange son eau sous sa chemise. Bob arrache les flacons, les fils. Bob est le médecin qui guérit de la guérison. À côté du lit, il y a un chemin. Où il n'y a d'où que l'hôpital, un corps traînera et des pansements à manger. Alors je peux vous donner la fermeture peut-être du recueil pour clore la lecture. Voilà, la fermeture qui est pourtant suivie ensuite d'un texte. Il nous faudra bien y consentir à de plus grands déserts, aux marches où nous ne ferons pas nombre. Il nous faudra bien y consentir au peuple de sable, à l'effritement qui traîne, patauge, se terre et n'a plus l'envie de se reprendre. Pour quelle consistance, quelle pensée, quelle idée risible, car nous aurons perdu le rire. Il nous faudra bien y consentir à ne pas voir, à ignorer, à repousser le savoir et l'ignorance elle-même, à ne plus interroger. Quelle force nous épuiserait dans la question ? Ce qui est n'est plus vraiment, n'est plus sûr de vouloir être soi, se met à différer, à différer. Il nous faudra bien y consentir, à ne plus différer. Et nous aurons faim, bien sûr. Alors j'ai fait une petite faute, il nous faudra y consentir, pas bien y consentir. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Peut-être avant de finir, la question piège, parce qu'on ne t'a pas prévenu. Ouais. Est-ce que tu saurais nous indiquer de tes lectures poétiques, des choses qui t'ont plu, les dernières lectures poétiques que tu as faites, qui m'ont plu, qui t'ont plu et qui pourraient être intéressants pour ceux qui aiment la poésie. Bien sûr. Alors dernièrement, qui m'aurait plu, il n'y a pas tellement de choses, parce que finalement, je suis quelqu'un d'assez difficile. La plupart du temps, j'aime pas trop ce que je peux lire dans la poésie d'aujourd'hui, même s'il y a de bons poètes, de grands poètes. Je reviens toujours à des essentiels. Par exemple, pas assez connu, et pourtant un très très grand poète, Guy Viard, Devant le sel. Guy Viard, Devant le sel, aux éditions Une. Ça, c'est un chef-d'œuvre. J'ai cité Cédric de Mangeot. On réédite beaucoup les œuvres de Cédric de Mangeot, donc les dernières parutions, mais peut-être même ses premiers livres, vraiment que j'ai beaucoup aimé, Désert natal, Figure du refus, Le puits, Nourrir querelle, sont vraiment des chefs-d'œuvre. Je dirais aussi, tout ce qui concerne Jean-Louis Giovannoni, voilà, très grand poète là aussi, qui publie chez Une. L'air cicatrise vite, le volume là, qui est apparu il n'y a pas longtemps d'une partie de ses œuvres complètes, très très beau. Qui dire encore les personnes qui vont regarder la vidéo ne le voient pas, mais je hochais de la tête vigoureusement. Giovannoni, L'air cicatrice vite, c'est une vraie merveille. Faut vraiment lire ce recueil. Vraiment. Et peut-être son chef-d'œuvre publié par les fameuses éditions Ficile, Garder le mort, qui est un livre d'une puissance vraiment étonnante. Je pense à des poètes que je connais lointainement, Roderick Marc de Souza, chez Ficile, Pierre Desnaux, qui est un des aînés. Pierre Desnaux, qui est quelqu'un que je lis, que je connais depuis bien longtemps. Je le lisais quand j'étais au lycée, qui continue à écrire. C'est une poésie d'une grande limpidité, mais d'une grande sérénité, d'une grande puissance, je dirais, d'apaisement sur le souffle, le sable. C'est quelqu'un qui m'accompagne depuis longtemps. Je relis Roger Munier, on parlait de cette méditation du néant. Il y a pas mal de poètes. Dominique Kellen, à Lille, très bon poète, grand virtuose.
Donc je pense que lui d'ailleurs, j'ai déjà entendu en entretien, est dans une conception de la poésie totalement différente de la mienne, plus oulipienne, plus calculée. Bon, moi je vous dis entre nous, Dominique m'en voudra pas, mais je déteste l'oulipo, quoi. Ça c'est vraiment une de mes grandes haines. C'est d'ailleurs ce qui nous liait Cédric de Mangeot, un ami cher, la Victor Martinez, très bon poète aussi, et d'autres, c'est la haine du calcul oulipien, de la mathématisation de la poésie. Là-dessus, comme Cédric, comme d'autres, je me reconnais vraiment dans une descendance de la voyance, hein, donc plutôt voilà, le romantisme allemand, moi me touche beaucoup. Voilà, d'autres noms, Georg Trakl, voilà, un poète qui moi me traverse, qui me fait mal quand je le lis. Donc je ne peux pas le lire trop souvent parce que ça me fait vraiment mal. Paul Celan, voilà, une de mes grandes références aussi d'amis proches. Rilke, bien sûr, les élégies de Duno et toujours les grands ancêtres. Mes deux amis, peut-être les meilleurs, Baudelaire et Rimbaud. C'est pas très original, mais je les relis souvent. Et Rimbaud, pour moi, est toujours en avant. Voilà, c'est le cas de le dire, hein, il le dit lui-même, mais il a atteint quelque chose que personne d'entre nous au XXe, XXIe n'a atteint. Baudelaire, c'est autre chose, la forme est plus ancienne, mais il a une telle grâce, un tel art du toucher, qu'au niveau de la prose, je pense que ces chefs-d'œuvre sont de prose, hein, et pas de vers. Au niveau de la prose, c'est un demi-dieu. Donc voilà, c'est mes lectures. Donc je fais des découvertes, hein, je lis beaucoup de poésie, y compris des gens d'aujourd'hui. Caroline Dubois, par exemple, plus branchée, Je veux être physique, chez Farago. Très très bonne poétesse, plus rock'n'roll que moi. Moi là-dessus j'ai un côté un petit peu classique, conservateur quoi, au niveau de la forme. Mais voilà, quelques lectures possibles. Bon, en tout cas, merci. Je t'en prie Franck. Merci. Je t'en prie Aloïs.